Bonjour et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours, leurs défis et leurs joies vécues durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs pour cet épisode Vive loin de sa famille. Aujourd'hui, je reçois Stella Andrata Fleury, originaire du Brésil. Stella a mis les pieds à Montréal pour la première fois en 2012 lors de son échange universitaire du département de danse de l'UQAM. De retour en 2014, cette fois-ci en tant qu'immigrante, elle développe son intérêt pour la gestion d'organisations culturelles et complète en 2019 la maîtrise en management des entreprises culturelles des HEC Montréal. Actuellement, elle occupe les postes de responsable de financement et de partenariat à l'École supérieure de ballet du Québec. Bonjour Estella, comment ça va? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui, ça va très bien. Quelle joie de t'avoir ici aujourd'hui avec nous. En fait, Estella et moi travaillons ensemble et j'ai découvert en elle non seulement une amie, mais aussi une femme ayant de belles valeurs. Alors, je suis très contente de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Stella, dis-nous, tu as vécu ton enfance et ton adolescence au Brésil. Peux-tu nous dire plus sur cette période de ta vie? Oui, en fait, je pense toujours à ça. Je pourrais te dire que je me sens privilégiée. J'ai eu une enfance puis une adolescence bien proche de ma famille, où on avait une structure de vie où j'ai pu me permettre de faire de la danse, d'étudier des langues. Donc, quand j'étais jeune, le ballet, ça faisait partie de ma vie. Je sortais de l'école, j'allais au ballet, puis c'était ça. 6 jours semaine, je faisais du ballet et j'avais ma famille aussi qui m'appuyait, en fait, qui m'encourageait. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose, mon enfance, mon adolescence, de pouvoir vivre la danse et de pouvoir vivre aussi proche de mes parents, mes grands-parents. Donc, je viens d'une petite ville dans l'état de São Paulo. Okay. Et tout le monde était là, tout le monde était proche. Donc, grands-parents de mon père, de ma mère, les cousins, les cousines, les oncles, tantes. Donc, c'est ça qui faisait la beauté de la chose dans mon enfance et adolescence. Et ça fait que j'ai des très, très bons souvenirs et j'ai des très bonnes relations avec eux et même avec d'autres personnes, je pense, grâce à ces relations-là que j'ai construites, que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais plus petite. C'est le fun. Puis en plus, t'as 2 sœurs, donc la relation entre vous devrait être super pétillante, joyeuse. Oui, mais je trouve que c'est super d'être une famille de 3 enfants, parce qu'il y a toujours une sorte il y a toujours un médiateur. Donc, on a l'habitude, on se chicane, souvent les enfants se chicanent, mais le fait d'être 3, il y a toujours quelqu'un qui vient, soit qui va être partiel, qui va assumer l'un des 2 côtés, ou sinon qui va vraiment aider pour trouver la paix. Donc, Est-ce que c'est toi, c'est le médiateur? Non, famille, non? du tout. Moi, j'étais souvent dans la chicane. C'est ma sœur aînée qui était plus la médiatrice, qui est aujourd'hui encore la médiatrice, donc qui aide dans les relations et qui maintient le contact entre la famille. Puis en fait, je vois que la première fois que tu es venue à Montréal, c'était en 2012 pour étudier en danse. Oui. Un programme de danse. Peux-tu nous dire plus de cette expérience? Oui, en effet, j'ai toujours voulu faire un échange. J'ai toujours voulu vivre une expérience à l'extérieur du Brésil. J'aimais pas trop l'idée de voyager pour étudier de langues. En fait, on voyait les expériences des amis, des gens que je connaissais qui voyageaient pour étudier, par exemple, l'anglais, mais qui se retrouvaient souvent entre Brésiliens qui parlaient le portugais, donc
qui ne vivaient pas la vraie expérience, la vraie immersion dans la langue. Et moi, je me disais, moi, non, moi, quand je vais faire un échange, je vais déjà avoir quelque chose de plus. La langue, je vais être obligée de communiquer dans la langue locale. Donc, pour moi, c'était très clair qu'un échange étudiant allait me permettre de vivre la langue d'une façon plus solide parce que j'aurais pas le choix. Je vais devoir étudier en français. Ben, à l'époque, je savais pas trop où j'allais me rendre, mais je savais que je voulais faire ce que j'aime, soit danser, étudier dans mon domaine, mais dans une autre langue. Comme ça, j'aurais pas le choix. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé. De venir à l'UQAM, en fait, c'est que j'avais fait des recherches. Quelles universités avaient la même ligne d'études que l'université que j'étudiais au Brésil, où j'étudiais au Brésil. Donc, beaucoup d'éducation somatique, la danse contemporaine, l'interprétation. Alors, j'ai trouvé qu'à l'UQAM, je pourrais trouver ma place, puis pas trop sortir de ce que j'étais habituée. Mais tu avais déjà entendu parler de Montréal, tu t'entendais à quoi en arrivant à cette ville? Ben, c'est mon papa, je l'ai dit toujours que c'est à cause de lui que je suis ici. Lui, il travaillait dans le milieu des affaires, il faisait des affaires avec des compagnies ici à Montréal et à Longueuil. Donc, il devait se rendre à Montréal à quelques reprises par année. Donc, il nous parlait chaque fois à quel point Montréal, c'était une belle ville, c'était effervescente, c'était riche en culture, c'était très froid, mais très belle. Donc, ça m'a fait une piqûre, en fait, de connaître Montréal. J'ai pas eu la chance de venir à tourisme avec lui. Donc, chaque fois qu'il est venu à travail. On s'est jamais rendu ensemble. Mais j'avais cette idée en tête que c'était une belle ville. Et donc, j'ai retrouvé l'université. Ça matchait avec mes études. Et donc, la prochaine étape, le prochain défi serait la langue, en fait, parce que j'ai choisi d'abord l'université et c'est ensuite que j'ai commencé à étudier le français pour pouvoir venir. Donc, j'ai fait le sens contraire, en fait. Combien de temps tu as eu de préparation pour apprendre la langue, pour arriver à l'UQAM? Ça a été un peu plus d'1 an. En fait, j'ai fait des classes privées avec quelqu'un qui avait étudié dans un collège français, une femme qui travaillait, qui enseignait le français de façon privée. Mais ma première tentative de venir à Montréal, c'était en 2011, en fait. Et j'ai commencé en 2011 à étudier avec elle. Ça n'a pas fonctionné pour une série de raisons. Alors, j'ai eu entre 2011 et 2012 pour approfondir. Donc, j'ai participé à des cours communautaires de français à l'université. Donc, il y avait des étudiants qui offraient des cours sans coût. Et alors, ayant déjà cette base-là, je me suis rendue dans d'autres groupes de conversation. Et c'est comme ça, j'ai eu 1 an à peu près pour apprendre le français. Mais je t'avoue qu'en arrivant ici, je me suis dit « Oh boy! » La première fois que j'ai mis mes pieds à l'UQAM, il y avait une sorte d'événement d'accueil des étudiants étrangers. Je ne compris aucun mot du début à la fin de l'événement. Et ça a mis en question tout mon projet parce que je me suis dit non, je comprendrai jamais ce que ces gens disent. Mais finalement, avec le temps et la pratique, ça m'est venu. Puis, en fait, t'es arrivée, t'étais toute seule. Est-ce que t'habitais dans une sorte de colocation ou t'avais un appartement juste pour toi? J'avais une cousine qui était ici à l'époque et elle m'a accueillie. Ce qui est drôle parce qu'au tout début, aujourd'hui, je disais que les Brésiliens ont tendance à habiter avec les Brésiliens puis de parler portugais. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'elle était déjà établie, donc elle avait une maison, donc j'ai trouvé une sécurité de pouvoir être avec elle. Et alors, on a habité ensemble pendant toute ma période d'échange. On a même déménagé ensemble dans un autre appartement. Et alors, je parlais portugais à la maison. Mais j'étais à l'université, donc j'ai été obligée de parler français tout de même et d'étudier en français, ce qui était mon but. Puis, en fait, t'as resté 1 an juste pour l'échange universitaire ou c'était plus que ça? Même pas 1 an.
En fait, c'était de septembre 2012 à avril 2013. Et j'ai commencé mon programme un peu plus tard. C'était la période des manifestations des carrés rouges. Oui. Donc, 2012. il y a eu du retard aussi pour le début de mon programme. Mais j'étais venue pour un trimestre. Donc, au départ, j'allais juste faire automne. Mais j'ai trouvé ça tellement cool que j'ai décidé de prolonger et j'avais cette possibilité-là de prolonger mon échange. Donc, je suis restée jusqu'à avril 2013. Et après, tu retournes au Brésil, mais je vois que aujourd'hui, tu es ici. Donc, pourquoi avoir retourné à Montréal? C'est une drôle de question. Je disais toujours que je voulais pas habiter à Montréal, je voulais pas immigrer à Montréal, que j'ai bien aimé mon expérience, mais que c'était assez. Toutefois, j'ai rencontré quelqu'un ici très spécial qui est aujourd'hui mon mari. Et donc, on a pris une décision assez rapide, quelque chose que j'aurais jamais pensé à faire. Dans 2-3 mois, on s'est dit, OK, on va vivre ensemble, on va essayer cette expérience, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais on veut être ensemble. Donc, je devrais quand même terminer mon programme, mon baccalauréat au Brésil. Mon projet de fin de programme devrait se faire au Brésil. Alors, entre avril et décembre, je suis retournée à l'université à Campinas. J'ai terminé mon programme et tout de suite après, en janvier, je suis retournée à Montréal pour vivre avec lui et trouver toute une autre vie. Wow! Puis, juste pour l'anecdote, en fait, ton mari vient du Brésil aussi. Et donc, vous vous êtes rencontrés ici quand vous venez du Brésil, de la même ville, si je ne me trompe pas? Ben, c'est pas la même ville, mais c'est très proche. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est qu'on a tellement de choses en commun. Et on a fini par se rencontrer ici que je trouve ça merveilleux. Nos papas ont travaillé ensemble dans les années 90, dans la même industrie. On a étudié dans la même ville à Campinas, dans 2 universités différentes, mais c'était quand même la même ville. À la même époque, on ne s'est jamais rencontrés. Et quand on s'est rendu ici, on s'est rencontrés, on a fait « Ah oui, il y a quelque chose là-dedans qui, qui bouillonne, en tout cas. » C'était dû pour être comme ça. C'est ça, exactement. Puis, en fait, quelle a été ta démarche à suivre concernant les documents d'immigration? Est-ce que tu es revenue en tant que résidente ou... Non, pas encore. En fait, lui était déjà résident. Quand il a immigré, il est déjà arrivé avec son statut de résident permanent. Mm-hmm. Il a tout fait du Brésil, donc il a voulu attendre là-bas plutôt qu'ici. Donc, lui avait ce statut-là. Moi, quand j'étais à l'UQAM, j'avais un visa étudiant, un permis d'étudiante, qui avait expiré. Normalement, c'est ce qui arrive. Mais pour revenir plus tôt, en fait, ce qu'on a décidé de faire à l'époque, il y avait un programme qui s'appelait Coop. On pouvait étudier les langues et avoir un permis de travail. Okay. Donc, j'ai acheté carrément un cours de langue, français, anglais, juste pour pouvoir revenir rapidement et pour pouvoir commencer tranquillement à m'insérer dans le marché du travail dans cette première année-là. Et ça a été super parce que j'ai eu mon expérience de travail aussitôt que j'ai finalisé mon programme de langue. Donc, j'ai commencé à travailler tout de suite et ça a beaucoup aidé dans cette démarche-là. D'ailleurs, je tenais à dire merci à Irène qui m'a accueillie ici à l'Académie de danse d'Outremont parce que c'est elle qui m'a permis de commencer dans les marchés du travail. Et ça, c'était donc une visa études-travail qui a expiré dans 1 an. Finalement, on s'est mariés pour pouvoir accélérer le papier. On se disait toujours que c'est pas le vrai mariage parce qu'on voulait vraiment fêter proche de nos familles, mais que pour accélérer le papier, on allait faire ça. Donc, on s'est mariés et on a fait une demande de résidence permanente avec le programme de parrainage. Donc, lui était mon parrain. Il assurait, en fait, auprès du gouvernement que dans le besoin, il pourrait subvenir à mes besoins. Mm-hmm. Et ça a duré, je te dirais, en 2 ans à peu près, le dossier au complet. Ça n'a pas été très facile. À une période, je n'avais pas le droit de travailler.
ni d'étudier. OK. Parce que tu étais en attente. Parce que j'étais en attente et j'ai trouvé assez difficile parce que si l'objectif, c'est de réunir les familles, puis d'insérer les familles dans les marchés de travail, c'est difficile d'empêcher quelqu'un de travailler alors que la personne est complètement apte à travailler. Et qu'elle veut travailler. Et qu'elle peut contribuer financièrement aussi aux revenus du ménage. Donc, ça a été une période difficile où j'ai dû rester à la maison en train d'attendre. Mais entre, je sais pas, 6-8 mois, il y a eu un projet pilote où ils ont approuvé le travail. Alors, j'ai pu avoir un permis de travail et donc j'ai pu retourner au travail. Ça a aidé. Mais il y a eu une période plus difficile. Difficile à... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que si on veut travailler, puis on veut apporter même quelque chose chez nous, mais aussi dans la société ici à Montréal, mais c'est difficile de se dire non, il faut attendre. Exactement, exactement. Je voyais plein de programmes de bienvenue et d'accueil d'immigrants, mais je me sentais écartée, en fait, de ce groupe-là et le fait de me faire dire que je devrais m'adapter à la culture, au travail, et de ne pas pouvoir faire entamer les démarches pour m'adapter. Donc, je voyais là une incohérence, en fait, dans le programme. Mais heureusement, dans quelques mois, ça a été corrigé. Je pense que le gouvernement a compris qu'il n'y avait pas de sens. Ouais. Et donc, j'ai commencé à travailler à nouveau. Ah, mais c'est super. Puis, je vois aussi que tu as commencé à travailler, mais tu as décidé aussi de poursuivre tes études parce qu'en fait, tu avais fini ton baccalauréat, le bac au Brésil. Mm-hmm. Et puis, tu reviens ici, mais tu rentres encore à l'université. À l'université. Oui. C'est drôle parce qu'on n'arrête jamais d'étudier. Présentement, je suis en train de chercher d'autres programmes aussi. Mais j'ai cherché à me spécialiser en gestion d'organisation culturelle, justement parce que j'avais pas l'intention de devenir une danseuse de carrière, de faire carrière en danse, bien que j'aime tellement danser et que la danse fait partie de moi. Je suis consciente de la discipline, je suis consciente du sacrifice. Du sacrifice, merci, c'est le mot que je cherchais, qu'on doit faire physiquement, psychologiquement, et même les heures de travail, les tournées, tout ça. Tout à fait. J'avais une blessure au dos, alors je savais que ça pouvait être pénible. Donc, j'ai jamais voulu danser professionnellement, mais je voulais garder mon lien avec la danse, puis mon intérêt par la danse, et travailler avec la danse autrement. Donc, ma première expérience, justement, c'était à l'Académie de danse d'Outremont, en administration. J'avais aucune expérience en administration. Quand j'ai envoyé mon CV, elle m'a dit « Merci, mais on a peut-être des postes en enseignement. Veux-tu enseigner? » J'ai dit « Non, je veux vraiment travailler au bureau. Même si je n'ai pas d'expérience, je suis prête à apprendre, je suis prête à mettre la main à la pâte. Et donc, vous verrez, on essaiera. » Et ça a fonctionné, donc j'ai commencé à travailler comme adjointe à l'administration. Je faisais un peu de tout. Parfois, j'enseignais aussi, je remplaçais quand c'était nécessaire. Mais je faisais tout, de l'embauche d'enseignants, la comptabilité, les inscriptions, les courriels, les communications. En fait, j'ai touché un peu à tout, ce qui a été une expérience vraiment riche. En ce qui concerne les tâches, parce que tout était tâches connexes, on faisait un peu de tout. Je faisais un peu de tout. Et alors, je me suis dit, il faut que je me spécialise, ou au moins, il faut que j'aille me chercher des outils pour pouvoir travailler dans un bureau ou en gestion. Alors, j'ai commencé à chercher des cours en gestion. Je ne savais pas qu'il existait le cours au HEC, en fait. Et quand j'ai découvert, je lisais la description, je me souviens, je lisais et je disais « Oh my God, c'est parfait, c'est ce que je veux. Ah oui, il y a ci, ah oui, il y a ça, ah oui, il y a la comptabilité, OK, il y a du management, OK, oh boy, OK. » Donc là, pour moi, ça a été tout à fait logique que je puisse m'inscrire dans ce programme-là et que je puisse me spécialiser et m'outiller pour faire le travail que je voulais faire. Donc, ça a été assez naturel.
Je te dirais pour rejoindre l'HEC, au HEC, j'ai commencé par le 2ESS. Donc, j'avais des réticences, j'avais un peu peur de la charge de travail. Et je me suis dit, je commence par un 2ESS, c'est en diplôme, ça va me donner des outils de base. Et en cours de route, j'ai changé pour le programme de la maîtrise. En fait, j'ai fait le pont vers la maîtrise. Est-ce que tu travaillais en même temps que tu étudiais? Oui. En effet, j'ai commencé très lentement. J'ai pris un cours par session. Que c'est déjà beaucoup. J'ai pris un cours par session pour les 3-4 premières sessions. Mais à un moment donné, je voyais aussi que c'était trop lent. Et j'ai décidé d'accélérer le processus. Donc, j'ai quitté mon travail pour pouvoir étudier à la maîtrise à temps plein et donc avoir mon diplôme plus tôt. Alors, c'est ce que j'ai fait parce que c'est vrai, étudier et travailler, c'est pas évident. C'est possible, mais c'est pas évident. Non, tout à fait. Puis, t'as fait ta maîtrise, t'as fait ta thèse. Quel sujet t'as touché? Oui, je savais que ça allait venir, cette question. Pendant la période où je faisais la maîtrise à temps complet, et donc je travaillais pas, j'ai pris un cours en philanthropie et management des organisations culturelles. Et un nouveau monde s'est ouvert devant moi, en fait. J'avais aucune idée, j'avais aucun intérêt, je voyais pas le fonctionnement, en fait, de la philanthropie. Et j'ai découvert que ça peut être un outil puissant pour les organisations culturelles au Québec, principalement, où on a l'habitude d'être subventionné par le gouvernement. On n'a pas des sources de financement alternatives. Et donc, c'est vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert et je me suis dit, ah oui, ça serait vraiment intéressant de me dédier ou de voir la philanthropie. En même temps, il y a eu une opportunité de faire un stage. C'est un programme qui est offert par le Conseil des arts de Montréal, en lien conjointement avec HEC Montréal, Université de Montréal et quelques organisations qui étaient à la base des fondatrices de ce projet, si je peux dire. Et donc, j'ai appliqué pour devenir une stagiaire du CAM en philanthropie culturelle et donc de participer à cette démarche-là de créer et de former des professionnels spécialisés en philanthropie en culture. Que d'ailleurs, en fait, tu as piloté ces programmes. Tu étais la première génération, si on le dit de même, ou... Non, je pense que l'année précédente, il y en avait eu déjà une cohorte, mais c'était peut-être 2 ans. Oui, c'était récent, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, les organisations changent. Et donc, il y avait 4 organisations. J'ai envoyé mon application à toutes les organisations parce que les 4 m'intéressaient. Oui. Et c'est ça, en fait, je pouvais par la suite utiliser cette expérience de stage-là pour rédiger mon projet de maîtrise. C'est pas une thèse, parce que c'est une maîtrise professionnelle. Donc, la maîtrise professionnelle, on fait d'abord des projets. Je ne sais pas vous expliquer tout le fonctionnement, mais je peux juste te dire que c'est pas une thèse. Donc, j'ai fait un projet, ça s'appelle projet supervisé. Et j'ai pu utiliser mon expérience dans les stages pour rédiger mon projet de fin de cours en maîtrise. Donc, c'est comme ça que je me suis dirigée vers le financement privé et la philanthropie culturelle. C'est super intéressant. Puis en plus, aujourd'hui, tu travailles en tant que responsable de financement partenariat à l'École supérieure du ballet. C'est ça. Du Québec. Est-ce que tu trouves enrichissant cette expérience de travail? Absolument. Absolument, parce que à l'École supérieure, mes tâche principale, en fait, c'est de travailler pour la Fondation, parce qu'en fait, l'École supérieure est une organisation et la Fondation, c'est une autre organisation. Et alors, ce que je trouve super de cette expérience-là, c'est que je peux toucher à chaque étape du financement privé, de la philanthropie.
Donc, je peux travailler un peu avec les dons, la relation avec les donateurs, les communications, les partenariats. Écoute, il y a énormément, mais la beauté de la chose, c'est que je peux toucher à tout. Donc, je peux voir un peu le fonctionnement de tout et comprendre quelles sont les étapes. C'est sûr que c'est demandant quand même, parce que je partage pas ces tâches-là avec une équipe. Et il y a des tâches administratives qui vont prendre beaucoup de temps, de travailler avec la base des données. Surtout, la relation avec les donateurs, c'est très délicat, donc ça demande énormément d'attention et de détails. Alors, c'est des tâches qui prennent beaucoup de temps, mais c'est très enrichissant. En plus, c'est une fondation qui est assez récente. Alors, je vois vraiment l'aspect de développer des projets puis de trouver de bonnes façons de fonctionner. C'est sûr que la personne qui était là avant moi a fait un travail extraordinaire. Avec les bénévoles, le conseil d'administration. Ils ont réussi dans environ 5 ans à bâtir une organisation qui fonctionne et qui a des beaux projets, mais c'est quand même récent. Donc, il y a tout cet aspect de relation avec les donateurs qui est à développer et à travailler parce que ça se construit au fil du temps. Oui, tout à fait. Puis ça change aussi avec les temps, ça évolue. Puis cette relation est plus constante aussi, donc il faut la nourrir, il faut la caresser, si on peut dire. Exactement. Et de travailler avec l'école supérieure, parce qu'on est là pour l'école supérieure. Donc, le but, c'est de mettre les donateurs en relation avec l'école, avec les élèves. Qu'est-ce que l'école développe et qu'est-ce qui peut venir combler les volontés et les besoins du donateur? Parce que le donateur, à la base, c'est quelqu'un qui s'intéresse par le travail de l'organisation. Ouais. Donc, c'est mon travail, c'est de m'assurer que le donateur a tout ce qu'il a besoin pour continuer à appuyer l'organisation. Oui. Mais moi, je trouve ça toute beauté. Puis aussi, quand on voit les élèves, les danseurs, puis que tu vois un échange très joli avec les donateurs qui appuient la cause, c'est tellement enrichissant comme expérience. Oui. Et les résultats aussi, de voir que, les élèves, ils réussissent grâce à ces gens-là. Les élèves, ils réussissent parce qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe et qui veut contribuer à son plein développement. Oui. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est très joli. Mais Stella, je vois en toi une femme qui réussit professionnellement parlant. Mais c'est pas trop difficile. Tu parles que tu es proche de ta famille. Comment tu vis cette distance? Parce que si je me permets de dire, mais à l'école, ils nous apprennent à être de bonnes gestionnaires. Mais ils nous apprennent pas comment gérer nos sentiments, comment gérer notre cœur, que dépendant des situations peuvent t'exposer à plusieurs défis. Surtout en plus aujourd'hui avec la pandémie, on est même éloigné parce qu'on ne peut plus aller le visiter comme on le faisait avant. Donc, comment tu vis toute cette cause? C'est pas facile. C'est pas facile et je dirais qu'on va... En tout cas, moi, je vais jamais m'habituer. On apprend à vivre, mais on s'habitue jamais. Et ce qui est drôle de raconter ici, c'est qu'en portugais, on a un mot spécifique pour ce manque-là. Ça s'appelle saudade. Saudade, c'est que des saudades. C'est un mot qui n'existe que dans la langue portugaise. Et ça veut tout dire parce que c'est comme si c'était une nostalgie, mais c'est quand quelqu'un te manque énormément, tu as la saudade, c'est un sentiment. Donc, j'ai saudade de mes parents, de mes grands-parents, et on vit toujours avec. Donc, c'est pas évident du tout, c'est pas facile du tout. Ça remet en question plusieurs fois ma décision d'être ici ou non. C'est sûr que, comme tu dis, je suis très contente. Je suis
Épanoui aussi dans ton travail. C'est ça, je vois des accomplissements professionnels, je vois des opportunités de travail que j'aurais peut-être pas semblables au Brésil, parce que, bon, comme vous savez, la culture, c'est pas Une priorité. très reconnu là-bas, donc ici, je vois des opportunités. En philanthropie, je vois énormément de possibilités au Québec. Et c'est quelque chose que j'aime faire, de travailler. C'est très relationnel aussi, donc je trouve que ça répond à mes besoins aussi en tant que professionnel. Mais le manque avec la famille, c'est pas facile et ça sera jamais quelque chose de normal pour moi. C'est... Est-ce que tu pourrais envisager un jour de retourner, pourquoi pas, au Brésil? J'y pense, en fait. Je pense que, pas en ce moment, les choses là-bas vont pas très bien dans l'aspect politique et économique. Mais, et d'un autre côté, tout va bien pour moi aussi ici. Donc, je suis contente ici. J'aime Montréal, j'aime ce que je fais. Alors, je me dis, pour le moment, tout va bien, je reste encore. Mais il y a toujours une petite graine dans moi qui me dit, peut-être dans quelques années, ça serait bien d'y retourner, de pouvoir permettre à mes enfants d'avoir l'opportunité que j'ai eue, le privilège que j'ai eu d'agrandir proche de ma famille. Ça, c'est une relation, ça, c'est une expérience qui n'est pas, on trouve pas ailleurs que proche de sa famille, que quand on est proche de sa famille. Donc, j'y pense, oui. Une fois que j'ai mes enfants, peut-être de retourner. Non, mais c'est vrai que c'est un questionnement. Parfois, on manque aussi des événements, on manque des dialogues avec notre famille. Et même si, mettons, moi, je parle tout le temps avec ma mère, et que j'ai manqué aussi du temps avec eux. Donc, c'est certain que c'est un sujet qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que beaucoup des immigrants vivent d'être loin de leur famille et que ça fait en eux, en nous, aussi une force. Exact. Mais heureusement on a trouvé aussi ici une famille avec les amis, avec les collègues, avec nos amoureux. Je veux dire, on est très chanceuse. Je me trouve chanceuse d'être ici, entourée de magnifiques personnes partout. Donc, c'est joli aussi. Exactement. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est ce qui fait la beauté de la chose d'immigrer, c'est de rencontrer une autre famille et de pouvoir passer des moments spéciaux avec les familles qu'on choisit, finalement. C'est ça que je dis toujours, mes amis sont ma famille que je choisis. Et on apprend aussi à valoriser les occasions de rencontre, des choses, de moments que auparavant c'était rien, disons. Par exemple, ben, on lunch le dimanche, c'est en lunch ensemble, ben, c'est juste en lunch ensemble. Mais maintenant, je me dis des fois, je vois qu'ils sont ensemble en train de manger un bon spaghetti le dimanche. Je dis, oh, que je voulais être là pour manger ces spaghettis-là. Donc, c'est ça, c'est de valoriser les moments ensemble. Mais on apprend ici, puis moi, en tout cas, j'essaie de reproduire cette proximité et c'est de valoriser les rencontres avec la famille que j'ai ici, mes amis que j'ai ici. Tout à fait. Oui, non, mais c'est très joli. Et puis, Estella, mais si tu avais un mot à nous dire au public, aux immigrantes, les Québécois, nous tous, concernant ton expérience comme immigrante, que voudrais-tu nous dire? Aïe, 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 c'est difficile. Je dirais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine de s'aventurer. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est long. Donc, il faut être patient. Il faut être patient, il faut être résilient, il faut être bien organisé. Il faut faire attention avec ce qu'on écoute. Je fais juste en parenthèse, souvent on écoute mon expérience, faire le ménage à Montréal, faire les courses à Montréal. On ne peut pas écouter tout ce que chacun dit parce que chacun vit sa propre expérience. Donc, mon conseil, c'était d'aller s'informer auprès des sites web officiels
Et oui, écouter les expériences des autres, mais vraiment étudier son propre cas, voir sa propre façon, ses propres moyens, ses propres capacités aussi, de voir professionnellement comment je peux m'insérer, parce que chaque cas est un cas. Donc, c'est important d'être minutieux dans cette démarche-là et de penser que pour tout, on a une raison. Donc, ça vaut la peine de se lancer, d'essayer, mais il faut aussi savoir que dans mon expérience, si ça marche pas, je peux revenir proche de ma famille. C'est ce qui m'a donné la sécurité, en fait, l'assurance de venir. Donc, je pourrais dire, oui, pensez à déménager, mais voyez toujours la deuxième option, le plan B. Si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Mais essayez quand même, parce que ça vaut la peine. C'est des belles expériences, c'est des beaux échanges, c'est de belles amitiés, comme celle que j'ai avec toi. Oui. Donc, ça vaut la peine. C'est joli ce que tu dis, puis tu me fais penser, en fait, j'ai reçu Margarita, une Mexicaine, puis qu'elle disait, en fait, que l'immigration, c'est tellement intime, c'est comme ça vient de soi, c'est quelque chose de très personnel. Oui. Donc, c'est difficile, oui, on peut partager, mais chaque expérience reste une partie de notre vie en soi. Donc, tu complémentes aussi parfaitement. Exactement, parce que c'est nos volontés, c'est nos intérêts, c'est notre spécialité, nos professions. Donc, ça va jamais être pareil d'une personne à l'autre. Jamais. Mais il n'en demeure que c'est une belle expérience pour tous. Donc, je ne sais pas si tout le monde va dire ça, mais c'est positif. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Alors ça, je pourrais dire que c'est partagé entre les immigrants, au moins avec ceux que je connais, c'est que ça vaut la peine. Oui, on a de belles surprises. Mais c'était un plaisir de rester là. Pour de vrai, je suis ravie de t'avoir ici. J'ai toujours, comme je t'ai dit, toujours trouvé un calme, une tranquillité, une sérénité dans tes paroles. Puis d'habitude, je suis comme très nerveuse, mais tu me rends calme, c'est très joli. Donc, merci. Ah, plaisir partagé, merci. J'ai peut-être la voix calme, mais j'ai un sourire qui sort pas. Hein. Les gens voient pas mon sourire, mais... Et puis j'ai dit au public, s'il veut nous donner du commentaire, vous pouvez nous écrire à Paroles d'ici et d'ailleurs, tout ensemble, à commercial@gmail.com. Et je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, à Paroles d'ici et d'ailleurs. Donc c'était vraiment un plaisir de vous savoir avec nous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci.